c'est comme ça que j'ai pu enregistrer pour Natacha Saint-Pierre, Leslie. J'ai fait du Orelsan au début avec Scred. Et je pense que c'est là où, en vrai, on apprend beaucoup de choses. C'est quand tout n'est pas évident, où la chance n'est pas forcément de notre côté. Je suis monté par exemple avec 42 fièvres et on y va quand même. On va jouer. Parce que le public est là, l'artiste est là pour eux, et nous on est là pour lui. Bienvenue sur Comment faire kiffer les gens, le podcast qui plonge au cœur du monde du divertissement et de la création d'expériences inoubliables. Pour vous inspirer, j'interviewe des artistes, entrepreneurs et créatifs derrière les événements, concepts, spectacles et lieux originaux afin de comprendre comment ils en sont arrivés là, en apprendre plus sur leur quotidien et leurs astuces pour créer des moments qui font vibrer les gens. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode 5 de Comment faire kiffer les gens. J'ai l'honneur d'accueillir Anthony Giordano aujourd'hui avec moi. Anthony, c'est un compositeur, interprète et musicien de talent qui est batteur surtout, mais aussi multi-instrumentaliste, qui a joué avec Kenji, Luan, collaboré avec Yannick Noah et d'autres, qui fait aussi de la composition musicale à côté pour de la télé, des films, mais aussi des expériences immersives, notamment sur la partie sonore. Il nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure dans le podcast. Donc voilà, je suis très heureux de l'accueillir. On va plonger dans ce milieu qui est le milieu du showbiz, du spectacle, de la musique, avec Anthony. Comment tu vas ? Ça va très bien. Et toi, Morgane ? Ça va super. Pour l'audience qui nous écoute, on a un peu triché parce qu'on se connaît depuis très longtemps. On a eu le même prof de batterie dans le sud de la France. Et ensuite, on n'a pas tout le temps maintenu contact, mais on s'est suivi par médias interposés. Écoute, je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu qui tu es, d'où tu viens. Et ensuite, on enchaînera sur la partie musique. Avec plaisir, Morgane. Écoute, je m'appelle Anthony Giordano, comme tu viens de le dire, j'ai 36 ans. Je suis le papa de 2 petites filles de 9 ans et 4 ans et marié, fraîchement. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et j'ai grandi dans les Cévennes. Tu sais bien d'où l'on vient, mais donc c'était à la Grand Combe où j'ai pu commencer la musique autour de mes 9 ans. Voilà. De là, j'ai passé 10 ans dans un cocon avec Jean-Luc, notre prof de batterie en commun, dans laquelle j'ai évolué. J'ai su faire mes armes de musique. Et voilà, j'ai vécu dans un cocon assez doux, familial, autant familial que musical. Et voilà, j'ai assez nourri toute ma vie le plaisir, la passion. Donc voilà, j'en suis là à 36 ans aujourd'hui, plutôt épanoui dans mon métier comme dans ma vie familiale. Donc voilà. Donc là, tu as fait 10 ans de batterie dans le sud, ou quelque chose comme ça, 10-15 ans. Et ensuite, moi, je t'ai connu, tu partais à Paris. Du coup, donc environnement familial artistique, avec danse, musique et pas mal de choses autour. Et donc, ça a bercé un peu tes envies potentiellement de partir à la capitale et de tenter ta chance dans ce milieu, non ? Ouais, absolument. En fait, j'ai 2 grandes sœurs qui font de la danse. Et quand j'étais petit, j'ai aussi grandi dans les studios de danse. Et ma grande sœur, Sabrina, est partie à Paris bien avant moi et a ouvert un peu la porte parisienne. Donc moi, quand j'ai fait mes 10 ans de musique avec Jean-Luc, je suis d'abord passé par un salon de Provence où j'ai fait des études de jazz et de latin music. Et au bout de quelques temps, ayant vécu pas mal d'expériences dans le sud, j'ai eu envie de tenter ma chance à Paris. Et ma sœur m'a invité à monter, découvrir la vie parisienne, sortir, voir des concerts. Et voilà, j'ai eu envie de le faire. Donc à 21, 22 ans, j'ai pris ma valise et je suis monté à Paris. Exactement. Ok, donc qu'est-ce qui se passe là-bas ? Alors, qu'est-ce qui se passe? Énormément de choses, énormément de choses. On va dire que j'ai eu pas mal de chance, entre guillemets, parce que les premiers mois, j'ai fait des rencontres magnifiques. J'ai rencontré Felipe Saldivia, pour commencer, qui est un directeur musical. Euh, alors, en fait, j'ai remplacé un batteur qui ne pouvait pas être dans une session, et on m'a appelé pour le remplacer, justement. Et c'est là où j'ai rencontré donc ce Felipe,
qui m'a dit oula, mais toi, tu viens d'où, tu fais quoi, machin. Je viens d'arriver. Donc il m'a dit écoute, t'inquiète, on va faire de la musique ensemble, ça c'est certain. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières aventures parisiennes. Voilà, donc tout simplement, naturellement. Et tu remplaçais qui? Enfin, c'est quoi? Tu faisais des jam sessions? Tu allais Mais, dans les concerts? Comment non, ça se passait? je sais pas, à travers les jam sessions, c'était un remplacement pour un enregistrement d'un EP d'un artiste qui s'appelle Ok, Joseph Di Marco, qui est devenu mon meilleur ami. ok. Euh, donc en fait, le batteur c'était Jean-Philippe Fanfan. Ah, oui. Voilà. Donc Pour ceux qui connaissent pas, c'est quand même une grosse légende dans batterie française qui était sur tous les plateaux télé. C'est quoi les... Attends, il a fait Taratata, oui? il a fait Non, c'était... Nouvelle Star, il a fait The Voice. Ouais, c'est ça. Bon, il a fait tous les gros plateaux télé, des grosses pointures Ouais, il a de écrit pas mal de livres. Moi, je jouais sur ses livres aussi de Latin music et tout ça, ouais. ouais, il est top. Vraiment, c'est Donc tu remplaces Jean-Philippe, ouais. Comme absolument. ça. Voilà, comme ça, j'arrive du Canada, j'étais sur une date là-bas. Et donc on m'appelait là-bas avec le décalage horaire, c'était 6 heures du matin. On m'a dit tu arrives quand à Paris Donc ça c'est mon ami Mano qui m'appelle. Et je lui dis 9 heures, mais il m'a dit à 10 heures on est en studio. Donc je lui dis ben ok. Par contre j'ai pas de matos, t'inquiète, il y a une batterie là-bas. J'ai pas de cymbales, t'inquiète, il y en a là-bas. J'ai pas de baguette, il y en a là-bas. Donc je dis ok, d'accord, j'arrive. Donc il est venu me chercher à 9 heures, à 10 heures j'étais derrière la batterie en train de recorder au studio Axo dans le 19e à Paris. Et c'est là où vraiment il y a eu l'étincelle de départ, quoi. Voilà, la vraie impulsion de départ, c'était ça. Donc, c'était magnifique, quoi. C'était un super beau moment et un carrefour de ma vie très important. Et au final, là, on voit que il y a beaucoup de réseaux là-dedans, au final. Même si c'est pas les plus gros, les meilleurs, etc. du showbiz, tout ça, mais il y a quand même beaucoup de réseaux, beaucoup de personnes en fait autour de toi. Là, tu dis, un pote m'appelle, j'étais sur une date là-bas. Tu commençais déjà en fait à vivre de ce métier-là. Tu faisais pas autre chose à côté. Et du coup, tu Non, non, étais dans les j'étais réseaux musicaux, quoi. faire de la musique, ça. En fait, j'ai commencé à faire des premières dates, j'avais 14 ans, 15 ans, quoi. Et en fait, j'ai juste continué ce chemin, sachant que ça a évolué, mais en fait, le processus est le même. C'est toujours la même démarche. C'est toujours être dispo, être là, être positif, se renouveler, voilà, travailler son instrument, évidemment, et échanger avec les autres passionnés qui sont sur cette terre, donc les autres musiciens aussi, et les personnes qui sont susceptibles de te faire travailler. Donc c'est ce que j'ai fait naturellement. Donc à ce moment-là, on va dire que j'avais créé quand même, il y avait eu une scission parce que il y a le Sud et Paris quand même. C'est quand même deux univers différents. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où pendant un an, il s'est pas passé grand-chose parce que j'ai tout lâché en partant. Sachant que je pense que, tu sais, être sur une branche, machin, faut pas la couper avant de partir sur une autre. Oui et non, mais dans la musique, il y a un moment, il faut se lancer aussi. Il faut prendre le risque de rien avoir. Donc, il faut se jeter aussi pour pouvoir accéder à autre chose. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le risque de couper ma sécurité, on va dire, du travail pour tenter ma chance à Paris. Et du coup, j'ai eu un an où j'ai pas eu grand-chose. Et c'était le moment, c'est ça, ça m'a été utile pour arriver à Paris. Et j'ai eu cette fameuse session studio où on m'a dit, bah écoute, t'inquiète pas, ça va aller. Est-ce que tu as un endroit pour travailler la batterie? J'ai dit à Felipe, écoute, non, je suis sur des coussins dans mon petit studio à Nanterre là. Il m'a dit, bah tiens les clés. Si tu veux, il y a personne entre 6 heures et 10 heures du matin, entre la session de nuit et la session du matin. Donc, si tu as envie de travailler, tu viens ici. Et donc, j'ai posé ma batterie là-bas et tous les jours, j'y allais entre 6 heures et 10 heures du matin bosser ma drum. Et forcément, je rencontre les gens à 6 heures, je rencontre les gens à 10 heures du matin qui arrivent. Donc, c'est comme ça que j'ai pu enregistrer pour Natacha Saint-Pierre, Leslie. J'ai fait du Orelsan au début avec Ok. Scred. Voilà, j'ai fait des super beaux projets, quoi, comme ça. Euh, C'était dans le 19e, ça? exactement, dans le studio Axo, dans le 19e, Ok. ouais. Ouais, Donc ouais. tu faisais Nanterre 19e tous Tous les les matins. jours quasiment. Ouais, tous les matins, avec le premier métro, je me démerdais, voilà, y aller. J'avais encore ma caisse, chose que j'ai abandonnée très vite, parce qu'à Paris, c'est compliqué. Voilà. Ouais.
Donc voilà, en fait, ça s'est passé comme ça, dans les studios, pas dans les jams. C'est pas quelque chose qui est assez naturel chez moi. Je suis pas trop, je suis peut-être un peu sauvage ou quoi, mais ou alors j'aime bien, je crois que j'aime bien créer et l'ambiance du studio, c'est vraiment ce qui a le plus approprié pour moi. Euh, donc voilà, je me suis mis à enregistrer des albums, donc ça c'était mon kiff. Voilà. Ok, donc là, ça se fait via des rencontres. Tu fais cet album de, tu dis, Di Marco. Désolé Joseph, si je suis pas. ouais, Joseph Joseph Di Dimard, Marco. exactement. Voilà, donc en remplacement de Jean-Philippe Fanfan, Ouais. c'est ça? Ouais, et Et en qu'est-ce- de là, en fait, 15 jours après, il avait un live en Belgique. Et pareil, il m'a dit, bah, écoute, vu que t'es là, tu as fait le truc, est-ce que ça te dirait de jouer avec moi sur scène? Je dis, bah, vas-y, on y va, c'est parti, quoi. Donc, on a fait la date, on a répété, c'était un truc de malade, parce qu'il y avait des danseurs de partout, c'était trop cool, c'était un peu avec tous les copains, machin, mais Joseph, c'est un genre d'espèce de phénomène où il arrive à générer une énergie énorme autour de lui et fédérer. Du coup, on s'est retrouvé avec plein de monde et notamment Christophe Maé qui était là avec Camus, son producteur, qui sont venus voir le concert. Et là, super rencontre avec Christophe. Christophe a beaucoup aimé comment j'ai joué. Et je me suis retrouvé un mois après sur scène avec lui pour la tournée On trace la route pour euh, pour euh, pour une intervention, tu vois, sur On s'attache, sur son titre phare, qui voulait refaire un New Orleans en fait, et on faisait un mode fanfare New Orleans sur On s'attache, donc on kiffait avec lui au devant de la scène, un mode solo d'harmonica, voilà. Donc je me suis retrouvé sur une dizaine de dates comme ça avec Christophe, et c'est un peu parti de là. Voilà. Ok, vas-y, continue. Après, qu'est-ce qui se Ouais. passe avant qu'on rentre un peu dans les arcanes du métier, mais Ouais, mais alors pareil, attends, on est en quelle époque là, du coup, par rapport à Christophe en 2000 Maé? là on est en 2010 à ce moment-là, 2010. Ok, mon arrivée à Paris. Donc de là, des albums, pas mal de maquettes avec Philippe, beaucoup pour Warner Music et pour Universal. Et un jour, Philippe m'appelle et il me propose les premières parties de Johnny Hallyday. C'était l'année qui suivait. Donc on s'est fait une quinzaine de premières parties de Johnny où on a pu le rencontrer et rencontrer toute son équipe. Donc c'était assez incroyable. Voilà, et là j'ai, on va dire, eu le creux de la vague. J'ai eu le haut de la vague en premier, et après j'ai commencé à devoir faire mes preuves et devoir travailler plus que jamais. parce que là, juste pour, enfin, moi je connais un petit peu comment ça marche et encore pas, peut-être pas assez, mais toi t'es au cœur du système. Là, tu gagnes ton argent en faisant du cachet en fait, t'es intermittent et au spectacle, tu gagnes des sous, mais t'as pas de royalties ou autre. Peut-être si sur les CD que tu as enregistrés, et encore Non, c'est pas les plus gros royalties. là, à ce moment-là, je suis juste intermittent de spectacle. En fait, je Ouais. suis là, donc je fais des cachets par session au studio ou par live, tout simplement, par concert. Donc, je sais pas si tu connais un peu le principe, mais il faut faire à peu près 43 concerts dans l'année pour avoir droit à l'intermittence. Voilà, ce statut qui est fabuleux d'ailleurs, qui est assez unique au monde. Donc, qui nous permet de survivre quand on n'a pas de date et donc pouvoir voilà travailler à la maison et avoir du temps sans mourir de faim. Voilà. Ok. Bon. Parce que du coup, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, à un moment, tu dis que tu as eu un creux de la vague. Donc ça, c'est pareil, 2012, 13 ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est ça. 2012, on va dire, où j'ai eu un petit peu moins de travail. Donc là, on va dire que c'était l'épreuve des guerriers. Donc c'est l'épreuve des guerriers, où c'est là où justement la passion prend tout son sens. C'est là où tous les choix prennent leur sens aussi. Et il faut se remettre en question, il faut travailler, il faut persévérer, il faut passer le nuage, quoi. On va dire, il faut absolument passer par là pour connaître la valeur des choses aussi. Donc voilà, on va dire que j'ai moins de travail à ce moment-là. Je fais beaucoup de remplacements, donc je me bouffe du répertoire énormément. Je continue à travailler corps et âme mon instrument
et les répertoires que j'ai à travailler. Donc, je fais de la comédie musicale, mais je suis toujours en remplacement, on va dire, donc au pied levé ou quoi. Donc, je me fais des missions pas possibles. Et je pense que c'est là où, en vrai, on apprend beaucoup de choses. C'est quand tout n'est pas évident, où la chance n'est pas forcément de notre côté, machin. Et il faut travailler, il faut aussi compter sur son travail et sur son investissement, en fait. Donc voilà, j'ai passé cette période-là et je l'ai bien passé parce que ça a porté ses fruits. Et donc voilà, j'ai enchaîné après avec des très belles tournées. Parce qu'ensuite, on arrive, si je dis pas de bêtises, 2015, Kenji, quelque chose comme ça. Exactement. Donc Ça Felipe, fait 8 ans. ouais, c'est ça, c'est assez fou. Ça va assez vite, donc c'est assez Ouais, incroyable. même moi, je me rappelle avoir vu sur les réseaux un truc, c'est Ah, Anthony va jouer avec Kenji. Ouais, d'accord, mais ça fait déjà 8 ans. Moi, Ouais, c'est fou comme ça passe vite. C'est incroyable. Donc Felipe Saldivia, la même personne. Et Euh, c'est qui? Attends. C'est qui est cette personne? Il faut parce que moi, je vois pas du coup. En fait, Felipe, c'est un directeur musical, c'est un musicien déjà. À l'époque, quand je l'ai rencontré, il sortait des albums de Oxmo Puccino, Ah, Fefe. ok. C'est un compositeur en or, vraiment. C'est un mec en or. Il a une spiritualité incroyable. Et il sait déceler le potentiel des gens, je pense, et le nourrir. Voilà. En fait, tout simplement, il te fait confiance et du coup, il te donne de la force. Voilà. Donc, ce mec-là, il est assez incroyable. Il écrit des textes, il est top liner. C'est un top liner incroyable. Il compose vraiment des mélodies assez fortes. Donc, à ce moment-là, il sortait d'Oxmo Puccino, il allait sur Christophe Maé, donc il a composé des albums de Christophe, et Kenji en 2015. Et du Et coup, tu l'as rencontré comment, lui? Felipe, Ju- dans cette Au session, studio. dans cette fameuse session en 2010 où je remplace Jean-Philippe Infant, en fait. Ouais. Et ça, c'est un pote qui t'avait appelé, c'est ça? Ouais, Ça, exactement. c'est un pote qui t'appelle, qui dit tac. Et là, il y a Felipe qui est à la session et il dit waouh, ok, on va travailler ensemble. Le fameux pote qui est devenu mon meilleur ami, Mano, et Joseph, ils ont le cousin de Joseph et le meilleur ami de Mano. Donc, Ok, ouais, ouais. donc ça s'est fait un peu comme ça, familial, j'ai envie de dire. Ces réseaux, tu vois, ça fait partie Ouais. de, voilà, Et des ça se hasards. provoque au final. Ça se provoque un peu parce que, bah, comme tu dis, c'est la jovialité, le fait d'être positif, le fait de. Exactement, si je commence à lui dire, ah non, non, lundi, je rentre à 9h, je vais être éclaté, je viens pas, désolé, plutôt mardi, c'est foutu, tu vois, ça t'évite de rencontrer des personnes merveilleuses, tu vois, personnes avec qui tu peux échanger encore, enfin, tu vois, là, on parle de 2010, on est en 2023, je suis, un jour sur deux, je les ai au téléphone, tu vois, c'est vraiment, c'est l'ancrage, en fait, il se passe à ce moment-là. Donc voilà. Donc Philippe, c'est cette personne-là, c'est une personne qui croit en toi et qui te rappelle en 2015 aussi pour te dire, hey, il y a un petit jeune machin qui est en train de cartonner en ce moment, il fait du gypsy et tout. J'ai pensé à toi, à Florian Rossi et à Mano. Vous êtes trois meilleurs amis et je sais que tous les trois, si vous êtes sur scène, vous allez briller vraiment très fort. Et donc je dis allez, vas-y, on y va, c'est parti. Et l'aventure a commencé avec Kenji. Donc fin 2015, début de tournée janvier 2016. Une tournée de 100 dates. Donc je te laisse imaginer la folie de cette tournée. 100 concerts, DVD. Ça cartonnait vraiment très fort hein, aussi. Les fans qui te suivent sur 300 km pour voir Kenji, machin. Ça tape sur le van, machin. Bon, c'est vraiment trop cool. C'est vraiment que des bons souvenirs et des beaux Au voyages. final, c'est pour ça que tu le fais au final. Et c'est un peu le sujet du podcast. C'est au final, c'est que du kiff pour le public, quoi. Absolument, absolument. C'est pour ça qu'on le fait. C'est pour nous déjà égoïstement qu'on le fait parce que en vrai, étant passionné de musique, tu te retrouves dans les meilleures conditions en France, je pense, pour travailler avec les meilleurs techniciens, les équipes hyper hyper performantes, aux petits soins. Donc, t'arrives d'un seul coup ta batterie est montée. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui Ouais, change. explique-nous un petit peu ouais, genre du point de vue du musicien, du coup, comment ça se passe ces concerts, tout ça. Donc, tu as les répètes avant, enfin, tu as le côté studio, répétition avant la tournée, j'imagine, et ensuite, Des tu as toute la résidences. tournée. Ouais, des répétitions en studio d'abord pour décortiquer les sons,
se dispatcher les parties, on va dire, et traduire aussi, parce qu'il y a une traduction entre ce qui se passe en studio et ce qui se passe en live. On a une traduction acoustique aussi avec son instrument et qu'est-ce que je dois apporter moi et mon instrument. Donc il y a ce travail-là en studio et après il y a une résidence où on est en condition, où les techniciens, on rencontre les techniciens, on fait les moulages des ear monitors, on commence Les oreillettes. exactement les oreillettes sur mesure moulées, tu vois, à la forme de ton oreille, où donc tu rencontres l'ingé son retour, l'ingé son façade, les backliners. Les backliners, c'est ceux qui s'occupent de ton instrument en fait, qui le montent, qui le démontent, qui accordent les pots, qui te changent les baguettes cassées, machin, pour que tu sois voilà aux petits soins. Ils sont aux petits soins avec toi, je veux dire. Donc voilà, tu rencontres toute cette équipe qui est au top. Tu fais une résidence avec l'artiste, avec les musiciens, le directeur musical qui est Philippe à ce moment-là. Et après c'est parti en fait, résidence Zénith. Donc c'était Zénith d'Orléans, il me semble, toute première. On est resté une Là, il semaine. n'y a, pas de public, ouais. C'est pour répéter. Donc à vide, c'est un concert à blanc. En gros, personne n'est dans le public, juste le directeur musical, le producteur. Là, c'était Thierry Suc à ce moment-là. Donc Thierry Suc est là tous les jours. Il y a le manager, le management de Kenji. Donc on fait des notes, on fait des réunions à la fin de chaque show, de chaque village. Il y a une créa lumière, il y a une créa des vidéos derrière qui est faite. Donc tout le travail de chacun en fait est réuni à ce moment-là pour créer le show en fait. Donc on est là en début 2016 et puis on a démarré cette tournée magnifique. Voilà, avec toute cette équipe de tueurs là. Voilà. Ok. Donc là, tu pars pour 100 dates, Ouais. exclusivement que ça. Ou autre chose à côté. Enfin, il y a du repos. Ça dure combien de temps? Euh, comment tu t'organises? Parce que du coup, c'est un gros jump là. Ben en fait ouais, c'est un gros jump. Du coup dans ma vie j'ai dû me concentrer exclusivement sur cette tournée parce que 100 concerts c'est beaucoup en fait dans un an. Ouais, Euh, c'est un an. ouais, Donc donc c'est un jour sur trois, à peu près, tu fais t'es un sur concert avec les déplacements, voilà. avec tout, quoi. Donc en fait, c'était une exclue quand même à ce moment-là sur Kenji, sur cette tournée. J'ai rien fait d'autre, donc il fallait en rentrant continuer à travailler l'instrument, faire du sport, être en bonne santé, tu vois, en gros pour être là parce qu'il faut être présent au poste tous les jours. Euh, Ça c'est la Ok. contrepartie de notre travail, c'est que je suis monté par exemple avec 42 fièvres et on y va quand même, on va jouer parce que le public est là, l'artiste Et, est là pour eux et nous on est là pour lui, pour, pour l'aider à affronter ça et ça doit être aussi une arène, tu vois, un concert donc c'est jamais gagné d'avance, il faut toujours accomplir son devoir et puis conquérir le public. Donc on est là pour lui. Donc j'ai dormi jusqu'au dernier moment. Et clac, les hier, c'est parti, on y va. On envoie tout ce qu'on a et on retourne se coucher après. Et voilà, on est là. ouais, parce qu'au final, c'est ce que je trouve intéressant de t'avoir ici sur le pod, c'est que au final, même si tu peux être remplacé, entre guillemets, tu as quand même le bagage et la bouteille, bon, par exemple, pardon, avec Kenji, Luan et d'autres, mais tu es une pièce maîtresse en fait du truc, comme plein d'autres personnes dans l'écosystème du concert, et que si tu assures pas, bah, l'expérience, elle est pas bonne au fond, donc il y a une certaine pression à la fin, et des fois, elle, c'est perturbé par, comme tu dis, de la maladie, d'autres choses, et il faut toujours être à fond pour le public qui a payé, qui est là, Ouais, qui attend en fait de vivre une bonne expérience, quoi. absolument. Mais je pense que ça fait partie d'un truc qui est pas inné. C'est un truc que tu apprends avec l'expérience. L'expérience, c'est quelque chose d'important. C'est qu'au final, ton mental, il se prépare aussi à vivre ces choses-là. Quand tu sais qu'il y a un an qui arrive, il y a toute une préparation avant et une vie saine à mettre en place, tu vois, pour que tout ça puisse se réaliser dans les meilleures conditions. Euh, Ça se fait pas comme ça au milieu de rien, tu vois. Donc C'est quoi tes astuces?
Alors, qu'est-ce que tu as mis en place qui peut être, ou que tu fais toujours aujourd'hui, qui t'a vraiment aidé pour rester focus, en bonne santé et tout ça? Ben, en fait, il faut pas faire des choses genre des choses qui te fatiguent, genre boire trop, être tout le temps en train de te coucher à 5 heures du mat et faire un peu n'importe quoi. Moi, je sais que, en fait, tout le monde est différent, mais moi, j'ai trouvé un équilibre là-dedans, ben, grâce peut-être aussi à ma famille, à le fait d'avoir des enfants, de se réveiller à 8 heures du matin. 7 heures, 8 heures, de les amener à l'école, tu vois, enfin cette petite routine qui est quand même pas désagréable non plus et qui me permet de garder un socle stable, tu vois. Donc moi, ma petite astuce, c'est tout simplement de pas perturber mon rythme déjà trop, d'essayer d'être assez équilibré comme une personne normale, tout simplement. Hein. C'est juste que je m'organise en fait autour de ça pour que je sois en forme le jour J, que j'ai pas mal à la tête, que j'ai pas mal au bras, machin, faire un peu de sport et entretenir son instrument. Voilà. Tout simplement, l'astuce, c'est d'être dans la sobriété. Ok. Voilà. Donc, si on continue le parcours, Kenji, 2016, sans date, Ouais. et 2017, ensuite. tournée avec Loïc Noté, qui est un artiste belge qu'on avait pu découvrir à la télé, sur la télé française dans Danse avec les stars, il me semble, émission qu'il avait gagnée à l'époque, qui est un artiste très complet autour de la danse. Encore une fois, je reste toujours un peu dans le milieu de la danse et de la musique, donc lui, il réunissait les deux. Donc j'ai tourné en 2017 avec lui un peu partout en Europe, parce que on a fait des dates en Angleterre, Amsterdam, en Allemagne, en France, en Belgique, en Suisse. C'était assez cool. C'était une tournée plus modeste dans les salles, je veux dire, mais Mhm. l'ambiance n'était pas moins cool, bien au contraire. Il y avait vraiment un truc club très chaud, donc j'ai vraiment kiffé cette tournée. Donc un an de tournée, pareil. On a fait à peu près 70 dates, il me semble. Donc avec du van, avec du bus et tout ce qui va avec. Après 2018, j'ai fait la rencontre de Louane, voilà, qui est devenue une grande amie en fait, et sur laquelle, avec qui, je veux dire, je tourne toute l'année de 2018 à 2019, où on a dû faire 80 concerts, je pense, ensemble, sans compter les promos télé, les plateaux radio, donc ça fait quand même, à mon avis, 90 ou 100 représentations cette année-là avec Louane. Et puis 2019, une autre tournée de Kenji, la deuxième, où on a dû faire 70 concerts à peu près. Et voilà, jusqu'à là déjà j'ai eu un gros bloc où j'ai pas arrêté de tourner. Ouais. Et à partir de quel moment, pour aller sur ce terrain-là, tu commences à composer tes propres sons? Parce qu'à un moment, du coup, je crois qu'on en avait discuté, ou j'en avais discuté avec Jean-Luc, donc pour ceux qui nous écoutent, notre contact commun, si on veut dire, notre prof de batterie de l'époque, tu as commencé à composer pour justement avoir tes propres actifs, entre guillemets, déjà un côté créatif, mais aussi c'est ta musique, entre guillemets, et du coup, dès qu'elle est utilisée, ça te rapporte aussi de l'argent, des royalties, et c'est une autre source de revenus, c'est une autre forme de s'éclater et de faire kiffer les gens, justement, dans ce métier-là, c'est ça? Tu voulais pas Exactement. juste être que batteur de tournée, quoi. Non, 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 non. En fait, je crois que je l'ai jamais été que batteur. Mhm. Donc, comme vu que tu as nommé Jean-Luc est comme ça déjà au départ. Il nous a appris, je pense, de la même manière la batterie, mais à travers une vision assez large de la musique, de l'écriture musicale, de l'orchestration, des arrangements et les cornices lui-même. Donc, du coup, on a toujours été bercé là-dedans. Et moi, j'ai toujours cultivé le fait de jouer du piano, tu vois, à la maison, de composer sur les premiers synthés avec des disquettes, machin, sur 4 pistes. Et petit à petit, en fait, ça a toujours existé dans ma vie. Je pense que c'était une forme de thérapie aussi pour moi. Ça me faisait énormément de bien de créer, de composer des mélodies, des compos pour la danse, parce que je composais au début pour l'école de danse de ma sœur. Donc
terrain de jeu pour moi où je pouvais expérimenter ma musique. Donc c'est ce que j'ai fait pendant des années. Et en fait, ça m'a jamais quitté. À Paris, le soir, avec mes potes, on a aussi ce truc en commun de créer. Donc on s'est toujours retrouvé le soir pour faire de la musique et composer. Donc, euh, donc ça a toujours été là. J'ai vraiment amorcé ma carrière de compositeur au moment du creux de la vague, où on se parlait tout à l'heure, où j'ai eu besoin d'exister aussi en tant que compositeur, où j'ai composé mon premier EP. Et ça m'a permis de le faire écouter autour de moi et de m'engager sur des projets avec Universal Music. Et c'est comme ça que j'ai commencé à devenir compositeur, voilà, pour de vrai. Ok, et donc ça, je titille un peu là-dessus parce que je trouve ça intéressant, tu vois, Ouais. c'est donc toi qui as les royalties derrière, c'est ta musique, et donc à chaque fois que c'est utilisé, tu gagnes de l'argent. On est d'accord là-dessus? En fait, c'est un contrat souvent avec un éditeur que j'ai, Hein. où l'éditeur prend 50% de l'édition, la part éditoriale, et les 50 autres pourcents, évidemment, me reviennent en tant que compositeur et créateur de la musique. Ok. Donc j'ai des droits d'auteur et des royalties, voilà, qui sont mes sources de revenus aujourd'hui en tant que compositeur, exactement. Yes. Et donc musique, film, télé, c'est ça? Tu m'avais parlé de Top Chef, je crois, enfin que ça avait été utilisé pour Top Chef ou ce genre de choses. Entre autres, c'est de TF1 à Eurosport, enfin à toutes les chaînes françaises et autres, parce que c'est dans le monde entier et ça concerne aussi la radio et tous les flux en fait, les médias. J'ai j'ai retrouvé ma musique sur des interviews sur internet, tu vois, Yann Arthus Bertrand ou Messi quand il revient de sa victoire à la Coupe du Monde, il revient au PSG, et il y a ma musique qui passe derrière. Tu vois, c'est autant dans le live que sur Top Chef, Pékin Express, sur des reportages magnifiques aussi de nature, tu vois. Ouais. Donc voilà, je suis Et assez. ça, c'est les producteurs, les réalisateurs des émissions oui, des émissions qui, au final, ont choisi ta musique parce qu'il y a le catalogue Universal et tout ça, et ils se sont. Exactement. Ça tombe un peu comme ça, et des fois, c'est une bonne surprise de voir que c'est utilisé, quoi. En fait, je tombe souvent par hasard dessus parce que si j'allume la télé et que j'écoute ma musique, je fais ah ça je reconnais derrière là. Voilà, mais en fait c'est souvent comme ça que je le découvre. Ouais. Donc j'ai composé. En fait, mon travail s'arrête au moment où la compo est terminée. Je la livre et ce que je trouve génial, c'est qu'elle a une vie. Elle a une vie. C'est comme quand on fait des enfants en fait, et quelque part, ils t'appartiennent pas et ils ont leur vie et du coup un jour ils te quittent en fait et pour faire leur vie. Et j'ai un peu cette image là, tu vois. Et ces compos là ont une vie. D'ailleurs, j'ai des titres qui tournent depuis une dizaine d'années et qui ont pris des formes complètement différentes à chaque fois. Et j'ai beaucoup de plaisir à découvrir chaque fois la destination parce que elle représente d'autres choses pour d'autres personnes, tu vois. Et finalement, la musique, c'est un peu ça. C'est un partage, c'est un échange, c'est quelque chose c'est un don qu'on fait. Donc ça, je trouve ça cool. Ok. Et là, tu as 3, 4 albums? Je sais plus, Un peu plus. plus. Ouais, Ah, ton site internet est pas à jour, alors ah bah, mais voilà, Ah, ça fait partie des choses que je dois faire. ah, c'est surtout ça, hein, tu vois, parce que j'ai fait mes recherches quand même, mais Ouais, bravo. Non, mais bravo, c'est bien, c'est bien. Si vous savez le doigt sur le fait que je suis à la bourre. Je suis à la bourre sur mon site. Non, en fait, j'ai 7 albums chez Universal qui sont actifs à ce jour, dont certains en préparation aussi, qui vont arriver. Et puis je travaille sur des titres sur du one shot, on va dire, donc sur des titres à la commande pour M6 sur le groupe M6 depuis janvier en direct en fait. Donc voilà, ça c'est mon travail de compositeur pour la librairie. Après, je fais aussi de la composition pour le live, pour des projets qui sont à destination de shows, d'événementiels en France et ailleurs. ok. Voilà. Donc je travaille avec Lionel 1,
qui est le directeur artistique de ce projet, avec qui je compose depuis 2-3 ans maintenant sur ces projets d'événementiel et de compagnie de danse. Donc voilà, je serais ravi t'en parler de suite. Bah vas-y, tu peux. Ouais, moi, ça m'intéresse aussi. Donc en gros, tu fais de l'expérience sonore pour enfin de l'expérience sonore, de la composition sonore, pardon, pour des expériences live qui peuvent être dansées. Il y a aussi du visuel, des écrans. Enfin, j'ai vu un petit peu. Ouais. Tu as fait du dîner immersif aussi, justement avec tous les sens mis en exergue. Vas-y, raconte-nous un petit peu comment tu abordes du coup cette création qui est peut-être un peu différente du coup avec des personnes différentes. Enfin, c'est pas le même environnement que le concert live, quoi. Absolument. Bah déjà c'est de la création. C'est de la création à 100%, sur mesure. Donc chaque projet qui arrive est complètement différent, et à la fois avec un lien qui nous unit, Lionel et moi, c'est qu'on a la danse et la musique et tu vois l'art visuel qu'on a en commun, ce plaisir qu'on a à mélanger les arts, hein, tout simplement. Donc du coup, ce travail consiste à composer de la musique qui est soit pour le dîner par exemple immersive, donc elle va générer des sensations, des émotions autour d'un repas en fait, tout simplement, d'amis, avec des images et tout ça en audio réactif. Donc par exemple, la personne qui est en train de dîner déplace son bras, va générer des images et va générer aussi des sons avec. Donc ça a été tout un travail de sonorité, de texture, euh, d'environnement, d'ambiance, voilà. Donc c'est plutôt intéressant. J'aime beaucoup ce travail. J'aime beaucoup ce travail parce que il est assez subjectif finalement. Il faut aller chercher des émotions plutôt, des sensations plutôt que des choses au premier degré. Donc ça, j'aime bien le faire. Tout comme un travail de show, d'ouverture de cérémonie. On a fait pour la marque Bulgari à Abu Dhabi, au Louvre d'Abu Dhabi, on avait fait une compo, donc un live avec des danseurs, des images. Euh, on avait fait ce show, j'ai fait de la musique pour le mapping qui a été projeté sur le Carlton, l'hôtel Carlton cette année. Pour sa réinauguration, sa réouverture, le premier jour du Festival de Cannes. On a fait des shows pour Martel, Cognac, Grand Marnier, voilà, plein de shows Tu, partout dans le monde. tu m'as parlé d'un spa aussi, non? Exactement. Alors ça c'est tout frais, Ah, c'est tout frais, mais on peut pas en parler. c'est On c'est arrête. c'est ça. Mais on va dire qu'il y a pareil, c'est un spa immersif où le client, la personne qui va venir faire le soin, va vivre une expérience à 360 degrés en fait, autant dans le son que dans l'image et dans son expérience. Comment tu t'assures par rapport à tous ces projets qui donc sont différents du concert live de Kenji par exemple, comment tu t'assures de faire vivre une bonne expérience? Là, du coup, tu te mets ton maillot, tu vas au spa, tu écoutes ce que tu as fait, tu fais le déjeuner, dîner immersif en direct avec Lionel et d'autres personnes pour voir un petit peu ce que ça fait. J'imagine que ça serait le minimum, mais c'est quoi les petites astuces ou comment vous faites pour vous assurer que c'est bien et pour raffiner le projet? De toute façon, là où tout se rejoint, je pense que s'il y a un travail collectif qui est fait. Je pense que c'est quelque chose. De toute façon, quand tu crées, quand tu fais un truc, déjà ce qu'on aime, c'est de partager ça, le faire avec d'autres personnes qui sont comme toi, machin, où ils te renvoient la balle, où ils te disent non là, on pourrait faire mieux, où toi t'es un peu énervé, où tu as envie de rebalancer un truc, et finalement c'est cette friction, cette relation qui fait que un projet autant sur la scène avec Kenji que avec Lionel, on est en train de travailler finalement avec une équipe. Donc chacun avec un potentiel qui est différent, tu vois. On va travailler par exemple avec le Arnaud, celui qui s'occupe des images, tu vois, où il me dit lui ses besoins, quelle est sa sensation par rapport au son, comment la spatialiser, tu vois, est-ce que le rendu est correct, etc. Et évidemment, l'astuce c'est de vivre l'expérience, tu vois. Par exemple sur le yoga, sur ce travail de yoga, je vais aller le faire. Mais après, je vais peut-être Est-ce qu'on en a parlé du yoga? Je suis pas sûr. C'était quoi le yoga?
Ben J'ai pas là, écouté. on parlait du spa immersif. Ah oui, le spa, oui, on n'a pas trop parlé de ça du coup. Ah oui, Il y a du yoga dedans. ouais, c'est ça. Donc ça c'est aussi donc avant tout un cours de yoga tout simplement. Moi je vais peut-être pas le faire, mais il se trouve que ma femme est prof de yoga, donc je vais profiter de son expérience ben, pour moi faire des notes, améliorer mes compositions et voir là où ça va pas, tu vois, améliorer en tout cas. Ouais, toujours prototyper au final et faire du test un peu Voilà. comme ce qu'on pourrait le faire dans le digital, de dire tu fais des tests utilisateurs, tu vois si ça marche, etc. Voilà. Si ça fonctionne ou pas. Et quand ça fonctionne pas, c'est toujours pareil. C'est une expérience. Cet échec-là, il faut s'en servir pour se remettre en question et retravailler son projet jusqu'à ce que ça devienne concluant. Ah, parce qu'après, c'est quelque chose d'assez subjectif ce que tu touches là, parce que ça touche les émotions. C'est Ouais. parfois peut-être un peu dur, non, d'aller chercher le ressenti chez les gens, enfin leur sortir les verres du nez, savoir exactement ce qu'ils vivent, ou est-ce que enfin, où est-ce que tu as des astuces par rapport à ça? En gros, ma question c'est, je sais pas, dans le digital, tu fais un écran d'accueil, tu vois, de ton téléphone, tu vois vite si ça marche ou si ça marche pas, c'est facile à utiliser ou pas. Là, tu es dans une expérience sonore qui doit susciter des choses enfin, chez les clients, du coup, chez les utilisateurs. Euh, Parfois, certains sont peut-être timides de dire ce qu'ils pensent ou chacun ne ressent pas la même chose. Et du coup, comment tu t'assures enfin, comment tu vas tirer les infos de ces gens-là pour voir si c'est bien ou pas, quoi, ce que tu as fait. Je pense déjà que l'expérience, elle est personnelle. Il faut déjà que toi, tu ressentes la chose. Quand tu crées quelque chose, quand je crée une musique, j'ai besoin que cette musique-là me génère quelque chose. Si déjà, là, au départ, j'ai une sensation inaboutie ou j'ai des doutes, tu vois, je vais retravailler de suite. Parce que je sais que si moi, je doute, la personne en face va elle aussi peut-être émettre les mêmes doutes que moi ou différents, mais en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas évident. Donc déjà, moi, il faut que je sois convaincu de ce que je présente. Quand c'est le cas, il faut que la personne avec qui je travaille, Lionel ou Arnaud ou, ou le client, donc celui qui nous commande la musique, soit convaincu. Je pense que au bout d'un moment, quand une dizaine de personnes qui sont pas des lambda, qui sont des personnes qui connaissent à peu près leur métier et qui sont assez durs aussi dans leur choix, sont convaincus, je pense qu'on a déjà plus de chances de convaincre avec le projet, tu vois. Et je pense que en fait, il faut être sincère dès le départ, voilà, dans la démarche. Il faut qu'il y ait de la sincérité, il faut qu'il y ait de la légitimité à faire quelque chose. C'est pour ça que des fois, je refuse si je ressens pas vraiment ma légitimité dans un projet, je le fais pas. Je dois présenter quelque chose qui est complètement en harmonie avec qui je suis, avec ce que je suis et ce que j'ai alimenté toute ma vie, quoi. Voilà. Donc ça fait partie des choix dès le départ, en fait, je pense, pour répondre à ta question. Il faut être convaincu dès le départ pour atteindre les gens. Après, il n'y a pas d'autoroute, il y a pas de secret, sinon ça serait trop facile. Je pense que c'est une recherche, en fait, c'est une enquête. C'est discuter avec les gens qui sont autour de toi, c'est le faire écouter. Voilà, c'est pas avoir peur de la critique. Voilà, il faut pas avoir peur de la critique. La critique, il faut pas qu'elle t'influence au début du travail, mais à la fin, elle doit apporter quelque chose. Il faut savoir la traduire, voilà, dans ton travail. Ouais, là, c'est très intéressant ce que tu dis, de ne pas avoir peur de la critique. Il y a d'autres choses comme ça sur lesquelles toi, tu as progressé, enfin, ou en tout cas, par rapport à Anthony d'il y a 10, 13 ans. Aujourd'hui, tu as peut-être plus de sagesse ou des astuces un petit peu pour mieux vivre ton métier. Absolument, je pense que c'est ma susceptibilité, je crois. Par rapport à, ça fait le pont en fait avec ce que je viens de te dire, c'est que j'avais tendance à pas accepter du tout la critique. Il fallait que ça soit parfait. Tu vois, il y avait une image pour moi de la perfection, machin, qui existait. Et je pense que ce truc-là me freinait beaucoup, freinait ma créativité. Et en quelque part, c'était tout devenait un peu un échec parce que ça prenait pas cette image-là que je m'étais donné en fait. Et donc le Anthony d'aujourd'hui, il accepte cette part où l'échec est là, il existe.
où on peut se planter en fait, où on peut proposer quelque chose et c'est pas la bonne idée, tu vois, parce que et je suis vachement plus heureux depuis en fait de, de prendre en compte cet échec parce que cet échec-là te permet de rebondir, te permet de te remettre en question, te permet de faire une V2, une version numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à ce que ça soit abouti. Tu vois, parce que cette image de la V1, c'est quelque chose d'assez utopique. Et la vie ne fonctionne pas comme ça, de toute façon. Et il y a pas de secret. Je pense que c'est le travail qui paye. Je pense que c'est le travail qui paye. Et le fait de se remettre en question et de faire plusieurs versions différentes jusqu'à ce que ça marche, c'est ça la clé de la réussite d'un projet. Après, tu dis jusqu'à ce que ça marche, mais comment tu fais pour savoir que ça marche sans être perfectionniste non plus et sans itérer sans arrêt, tu vois? De manière pragmatique, hein, ne serait-ce qu'avec le client avec qui je travaille, Hmm. la personne qui m'a commandé de la musique, si lui est satisfait, si lui il a toutes les armes pour créer de la danse, des images, tu vois, tous les contenus, pour moi c'est gagné. C'est déjà, c'est pour lui déjà que je le fais, tu vois, à Ouais, c'est travers. jamais égoïste, c'est toujours collectif, même peut-être sur la scène, c'est les autres qui te disent, ok, là, on est à un bon niveau et ça nous va, c'est ça? Parce qu'il y Ouais, a, il y a la composition, mais il y a aussi le live, quoi. bien sûr. En fait, on est au service d'un projet. On est au service d'un projet. On est là pour kiffer, mais on est là aussi pour restituer une partition, entre guillemets, une restituer un travail, un son. Et en fait, c'est comme dans un film où on a plusieurs acteurs différents. T'as le méchant, t'as le gentil, tu vois. T'as le meilleur ami du gentil, t'as le meilleur ami du méchant, et chacun doit jouer son rôle. À la perfection. Le méchant, il doit être méchant, tu vois. S'il commence à être gentil, machin, il va pas remplir son rôle. Si je commence à chanter sur scène, à être devant avec une guitare, ça va pas le faire. C'est moi, je suis là pour jouer ce rôle-là de batteur, du rythmicien qui apporte les percus latines, qui apporte tous les sons électroniques de l'album et restituer ce son avec le bon son de la caisse claire, le bon son des cymbales, tu vois, le bon accordage, tu vois, et être en rendez-vous tous les jours. Et c'est vraiment ce qui importe, c'est ça. Donc c'est vrai que c'est pas que égoïste parce qu'on est là pour au service d'un projet, pour restituer quelque chose. Mais au final, moi, c'est ce qui me plaît. C'est ce qui me plaît. C'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de restituer au mieux un rôle, voilà, que j'ai à jouer. Ça, c'est vraiment le plus grand plaisir. Très cool. Comment, question un peu classique que je pose aux invités, comment tu t'inspires et progresses? Tu as peut-être des rôles modèles, des expériences que tu vis à côté dans le divertissement, le loisir, tu vas à d'autres spectacles, tu consommes du contenu, tu lis, voilà. Exactement. Comment tu C'est un peu, pro- tu viens de répondre aussi à ta Mais question les, directement. mais lesquels? Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu regardes, où est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu lis, tu vois. Enfin, c'est. Mais en fait, ça dépend déjà comment je suis, ce dont j'ai besoin émotionnellement, je pense. Je suis très à l'écoute de mes besoins au moment où je suis, tu vois. Des fois, je vais avoir besoin de podcasts, tu vois, de méditation, pouvoir me calmer parce que je suis peut-être un peu stressé, machin, avec le travail, ou je vais avoir besoin d'écouter du rock, métal, pour me mettre dans une ambiance, ou faire du sport, tu vois, machin, ou je vais avoir besoin d'écouter du flamenco, euh, pour me nourrir avant de partir jouer avec Kenji. Voilà, c'est tout simplement selon mes besoins émotionnels, je pense, je me nourris différemment. Je vais beaucoup écouter de musique de film aussi. Là, Euh, tu es beaucoup sur l'audio, là, du coup. Là, on parle beaucoup d'audio, mais ouais, oui, tu, ouais, tu fais aussi du physique, enfin, dans le sens où tu vas voir des expos, des concerts, des trucs. ouais, absolument. Dès que je peux, parce que c'est vrai que cette vie de tournée, euh, j'en vois souvent quand on fait des coplateaux, tu vois. Après, du coup, je suis en pause de tournée, donc je vais pouvoir donc c'est assez récent, ça fait à peine quelques semaines. Euh, du coup, je vais pouvoir enfin me renourrir un petit peu en retournant voir des concerts et des spectacles. Moi, j'aime bien aller voir des spectacles de danse aussi. Donc j'aime bien aller voir des concerts de jeunes aussi projets, tu vois, de concerts en développement. Moi j'aime bien cette ambiance aussi. Donc voilà, ouais. Exactement, c'est ce que je fais.
C'est quoi peut-être les shows, les spectacles ou les expériences que tu as vécues là qui t'ont le plus marqué ces dernières années? Bah ça va de la musique pop là, concert de Stromae par exemple, avec mes deux meilleurs amis qui étaient dessus. Pour moi c'est une belle claque, c'est une belle claque. J'ai T'es où là? Backstage ou ou dans la fosse sur le. j'ai fait les deux. J'ai fait les deux, ouais, ouais. J'ai vécu le concert et j'ai vécu quelques after show. C'est Voilà. le concert récent là où il y a des robots et tout ça ou je suis totalement faux? Si si ouais c'est ça. Ouais, C'est exactement. où ils ont pris des bras de robots industriels pour faire des chorégraphies, etc. Ouais, ouais, c'est assez fou, ouais. Assez fou, c'est nous, assez futuriste, complètement ouais, Trop prototype cool. aussi, je pense. Donc vraiment très très cool, ouais. Très gros show. Donc ça fait partie des belles expériences, tu vois, dans la pop, on va dire, que j'ai vécu. Et après, de la danse aussi, de la danse. J'ai pas d'exemple là directement, mais voilà. Oui, tu t'inspires, en tout cas tu vas à des spectacles, la sensibilité de chaque spectacle te suscite quelque chose que peut-être tu mets dans un coin et qui ressortira dans Exactement. une compo ou quelque chose. C'est Ok. pas possible. T'as des rôles modèles un petit peu dans ton métier ou des gens avec qui t'aimerais collaborer? Euh, oui, oui, j'ai pas de nom précis. Je suis quelqu'un assez instinctif, si tu veux. J'ai pas, euh, j'ai pas une stratégie de carrière ou quoi. Je suis assez sur l'instinct instinctif. Donc petit à petit, je rencontre des gens et ça m'amène quelque part et j'essaie de pas avoir trop de choses déjà préfaites préconçues Hmm. dans ma tête pour pouvoir vivre l'expérience au moment où je la vis. Euh, une rencontre magnifique, c'est une rencontre que tu n'as pas forcément prémédité dans ta vie. Donc je continue sur ce modèle-là, moi, de rencontrer des gens de n'importe quel milieu qui peuvent m'inspirer et je peux peut-être à qui je peux peut-être inspirer quelque chose aussi. Et du coup, t'as pas vraiment de rêve pro, enfin d'ambition, d'objectif, tu te laisses porter, tu verras bien? Ou il y a quand même quelque chose au Et- fond que et- t'aimerais? si, si, bien sûr, j'en ai, mais comme tout le monde, heureusement, hein, sinon, je pense qu'à quelque part, il y a quelque chose il y a une boussole qui fonctionne pas. La boussole, c'est tes projets, tu vois, à distance. Ça te donne un sens. Donc, ces projets-là, on va dire de manière générale, où c'est dans la continuité de ce que je vis aujourd'hui. Il y a le travail d'accompagnateur, tu vois, d'interprète, et il y a mon travail de compositeur. Dans la destination, ça serait d'accompagner euh, certains artistes dont je citerai le nom peut-être une autre fois quand ça se réalisera, tu vois. Et et composer pour du film, du long métrage, composer pour des gros shows en live. Ouais. Internationaux, du coup, peut-être quelque chose de. Ouais, par exemple, ça, dans la boussole, c'est ce qui me botterait, tu vois. En fait, c'est d'avoir cette excitation d'un projet d'envergure. Ou peut-être que tu vois, tout ça, ça peut se retrouver aussi dans des projets plus humbles, tu vois, mais avec une vocation humaine assez importante, tu vois. C'est pour ça que Mhm. voilà, la boussole, elle est là. Je sais que la boussole, c'est la musique et ma progression dedans. Et on verra la destination tant que ici ça vibre, tu vois. Ça, voilà, pour moi, c'est le plus important. Ok, très cool. On arrive sur la fin. On a zappé quelques années là, du coup, parce que j'allais te demander, c'est quoi l'Anthony du futur, les projets là, studio, tout ça. Enfin, tu vas sûrement en parler, à moins qu'on n'ait pas le droit. Désolé. Donc on s'est arrêté tout à l'heure. Je te le dirai, Comment, vas-y? au cas où je te le dirai si je peux pas si je peux pas. Yes. Voilà. Et on s'est arrêté en 2019 tout à l'heure. Tu as fait de la composition pour du cirque aussi, c'est ça? Ensuite, il y a eu le Covid. Ensuite, il y a des choses, je me rappelle plus trop. Vas-y, explique-nous un peu en fast forward 2019-2023. En fait, si tu veux, j'ai fait une rencontre au milieu de tout ça
d'un monsieur qui s'appelle Ludovic Marcato, qui m'a parlé d'un projet qu'il avait, donc de cirque, où il m'a montré ses croquis, il m'a montré son projet, et en fait, il se trouve que ce projet-là s'est réalisé, et on s'est retrouvé à Longchamp, à l'hippodrome de Longchamp à Paris, sous un chapiteau de 6000 mètres carrés, à vivre donc un cirque moderne, euh, qui mélange l'immersif, encore une fois, avec l'eau, les senteurs, avec des lumières, avec le feu, les flammes, et de la musique live, des danseurs, et des circassiens. Donc ça a été en 2019, il me semble, où nous avons vécu une aventure magnifique, et malheureusement beaucoup de choses se sont passées cette année-là, et on les connaît un peu parce il y a certaines choses qu'on a tous vécues aussi en commun, donc dont le Covid. Il y a eu des tempêtes qui ont arraché le chapiteau, il y a eu des grèves. En tout cas, ça a été une épreuve assez difficile, assez douloureuse, j'ai presque envie de dire. Parce que c'était toi le directeur artistique, enfin musical de tout le show. Exactement. J'ai été directeur musical du live, où j'ai engagé 12 musiciens qui, qui jouaient. Donc il y avait 4 musiciens sur scène, mais en fait on était 3 équipes à tourner. 3 ou 4 équipes, je sais plus. En tout cas, on était 12 musiciens en tout à tourner sur ce projet, parce qu'il y avait entre 7 et 10 shows par semaine sur toute la saison. Donc voilà, on se retrouvait tous les soirs avec une équipe différente, un batteur différent, un bassiste différent, un clavier et un guitariste différent. Donc j'ai été le directeur musical de ce projet, et compositeur en partie. Ok. Voilà. Et ensuite, du coup, Covid arrive, donc ça met un peu à mal ce projet-là qui ne peut pas Euh, continuer. Exactement, gros frein à main qu'on a tous vécu. Toi, Euh, tu fais quoi? Là, je fais quoi? Je me ressource en famille, parce que ça a été des années très 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 chargées. Donc j'ai déjà eu un Profite, ouais. ouais, je profite de mes enfants. Voilà. À ce moment-là, elles sont petites. En plus, la dernière est née dans l'année, en fait, en 2019. Donc elle avait une petite année, on va dire. Donc déjà, on s'est posé, on a pris le temps. Ça m'a fait énormément de bien. Et puis un matin, j'ai ouvert mon ordi, et je me suis remis à créer, composer. Depuis, j'ai dû composer 4 albums, je pense. Et après, j'ai repris des promos télé avec Louane. On a fait pas mal de promos télé et plateau radio. On a fait beaucoup de trucs. Donc, à partir de là, et en fait, j'ai repris la tournée avec Kenji. Et ça s'est enchaîné. Donc, troisième tournée avec Kenji. Euh, Ouais, qui vient de se finir là, au final. ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire. Ça fait un an et demi, voire 2 ans presque, avec les répètes et tout ça, euh, que à la durée, ouais, à peu près 2 ans. Donc, on a fait 90 concerts sur la première année, et une vingtaine de dates, voilà, donc 110 concerts sur cette période. Voilà. Énorme. Ouais, tu l'as dit. Et donc, là, on a Anthony entre deux périodes, parce qu'il y en a une qui va sûrement revenir de tournée ou en tout cas de gros projets. Quels sont les objectifs là? Tu as Ouais, des projets en cours quand même? exactement. J'ai des projets, mais alors plutôt à long terme pour le coup. Là, ça me laisse un peu une fenêtre, on va dire, bah, pour découvrir déjà des nouvelles musiques, tu vois, faire des nouvelles rencontres. Pourquoi pas jouer sur un autre projet aussi. Entre-temps, il y a des choses qui se passent petit à petit. Voilà, peut-être que j'en parlerai sur une autre fois, mais voilà, je sais que il y a un rendez-vous qui est important, qui est en 2025. C'est assez loin, mais pourtant, bon, on va vite y arriver. Donc c'est les 10 ans de carrière de Kenji. Donc c'est une tournée anniversaire. Donc je serai au rendez-vous à ce moment-là. Et entre-temps, c'est plutôt un travail de fond, tu vois, le travail de l'instrument, le, l'apprentissage, enfin voilà, perfectionnement en anglais, en logiciel de musique, tu vois, qui sera, voilà, c'est ce que j'ai plutôt envie de faire, et me nourrir, et pourquoi pas
un projet d'album perso aussi. Donc voilà, je dirai un petit peu plus un peu plus tard. Je laisse mûrir un peu. Ok. On a le droit de parler de là où tu es actuellement et du coup, t'es plus à Paris, Non, je suis c'est plus à ça? Paris depuis un an. Je suis dans un train la plupart du temps. Je vis dans un train entre Paris et le sud. Voilà. Non, mais en fait, ouais, on a fait construire dans le sud à côté d'Uzès depuis un an, à côté de l'école pour mes filles, et où je construis mon studio aussi de musique qui va me permettre de pouvoir encore plus enregistrer, encore plus faire de musique. Donc, on a pris cette décision-là il y a un an de partir pour mieux faire de la musique, je pense, et voilà, pour mieux repartir. Voilà. Mais comme je te dis, je vis beaucoup dans le train parce que finalement, je suis quand même beaucoup à Paris aussi. Donc, je fais beaucoup d'allers-retours régulièrement, en fait. Donc, ouais. Voilà. Parfait. Bah, écoute, on est sur la fin. Est-ce que tu as un mot pour la fin? Quelque chose à dire qu'on n'aurait peut-être Je, pas abordé? ben, je voudrais te remercier de m'avoir invité surtout à échanger, à partager mon expérience de vie. Voilà, j'espère avoir été porteur d'un message positif et donner de la dynamique à ceux qui vont l'écouter. Donc, je te remercie Morgane de cette initiative. Je trouve que le projet est super. Je vais écouter tous tes podcasts et j'espère en être inspiré. Et voilà, et que ça me donne une dynamique aussi dans l'autre sens dans mes travaux. Donc voilà, je te remercie. Ben, c'est l'objectif. Merci à toi. Moi, j'ai passé un très bon moment et je pense que c'est important de mettre en lumière non pas que les artistes qui sont sur le devant de la scène ou les plus gros entrepreneurs, mais aussi des gens qui sont dans les rouages de la création du kiff, en fait, et qui aussi ont des travaux différents, des routines différentes, des médiatisations parfois moins fortes, mais qui sont tout aussi importants pour le process de la création des émotions et des souvenirs dans la tête des gens et des publics. Yes. Voilà. Bah écoute, merci à toi Anthony, je te souhaite une belle journée et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci Morgane. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un avis et un commentaire sur votre plateforme favorite, Apple, Spotify, Deezer et d'autres. Il y a aussi des versions vidéo courtes sur Instagram, TikTok et YouTube, ainsi que la version longue sur cette dernière. Je suis disponible si vous voulez me contacter à l'adresse email hello@cfklg.com. Merci beaucoup et à très vite.